Bienvenue à tous, bienvenue à vous tous, les procyadiennes, procyadiens et hors procyades, c'est super, ça fait plaisir de voir en fait, les gens d'extérieur qui viennent un peu voir. C'est une présentation sur le Lean, une découverte du Lean. Si dans la salle il y a un expert du Lean, on en parlera, on pourra en parler après. Là l'idée un peu c'est de vous parler du Lean parce que comme on l'a dit en introduction et en présentation, c'est quoi le Lean? Aujourd'hui on en parle de plus en plus. On se rend compte qu'on en parle de plus en plus alors que ça fait très longtemps que ça existe. Une question rapide, est-ce que quelqu'un a une idée depuis combien de temps ça existe le Lean? Dans les principes du Lean d'aujourd'hui, depuis combien de temps ça existe? 70 ans. Depuis le Fordisme. Fordisme, Taylorisme. 19e siècle. Beaucoup plus. Les premières bases du Lean datent du 12e siècle. On en viendra après quand je vous montrerai la frise. Okay. Dans l'idée, rapidement l'agenda, c'est quoi le Lean? Et c'est d'expliquer un petit peu qu'est-ce que le Lean. On va un peu parler d'agile. Effectivement, on a souvent des personnes qui font... Ceux qui font de l'agile vont dire ouais, le Lean c'est pas intéressant. Ceux qui font du Lean vont dire l'agile c'est pas intéressant. Alors c'est comme deux choses qui sont complètement différentes. Et les deux peuvent largement travailler ensemble. D'ailleurs, en général, les deux travaillent ensemble. Quelques fondements, les fondements du Lean, donc c'est quoi? Enfin, c'est quoi le Lean? Qu'est-ce qu'on a dans le Lean? Et sur quoi se base le Lean? Les outils du Lean, on va pouvoir en parler parce qu'on les pratique chez Procyad. On pourra en même temps vous présenter des ateliers qu'on a fait, qu'on a effectués dernièrement, des ateliers qu'on est en train de faire, qu'on fait tous les jours. Et si vous avez quelques questions à la fin. Alors, rapidement, le Lean, selon vous, c'est quoi? Une méthode d'amélioration continue. C'est une méthode de travail, c'est bien une méthode, hein, d'accord? C'est pour ça qu'on va en revenir après, on est bien comme l'agile, c'est une méthode de travail. C'est une méthode qui va viser l'amélioration des performances de travail, c'est une méthode qui va viser la satisfaction du client. Dans la définition, le terme Lean, en gros, ça sert à qualifier une méthode de gestion de la production qui se concentre sur la gestion des gaspillages. Donc l'idée, c'est vraiment d'éviter et d'éliminer tous les gaspillages. Et bien souvent, vous allez vous rendre compte que les gaspillages, on les rencontre tous les jours. Alors rapidement, le Lean et l'agile. Le Lean, on l'a dit, c'est une méthode de travail, c'est une méthode qui va permettre de développer les compétences des gens. Pour aller un peu plus loin, c'est la satisfaction du client, c'est une méthode de travail. Alors que l'agile, ça va être une méthode de production. C'est une façon d'organiser l'équipe de développement. On le voit un peu là sur le schéma. Plus on va avoir un projet qui va être variable, qui n'est pas figé. L'agile, c'est un projet qui n'est pas figé, c'est un budget qui n'est pas figé. Le Lean, ça n'a rien à voir. Le Lean, on n'est pas spécialement dans un projet, on ne vise pas le projet, le budget, le délai. On va viser les gaspillages qu'on va parler après, on va viser la satisfaction du client. Le Lean agile, c'est différent et pourtant ça travaille ensemble. Quand vous faites de l'agile, vous pensez aussi à la satisfaction du client. Quand vous faites de l'agile, vous pensez aussi au gaspillage qu'on verra après. Et quand vous faites du Lean, vous pouvez aussi très bien travailler soit en méthodo agile, soit en cycle en V, etc. Le Kanban dans tout ça, on en parle aussi souvent, le Kanban c'est un outil. C'est un outil qui s'utilise à la fois aussi bien dans l'agile, qui peut servir aussi sur le Lean. Le Kanban c'est un outil qui va permettre vraiment bien de définir, planifier, etc. les sprints comme on veut, les use cases, les stories, je ne vais pas revenir sur l'agile, sinon après je serai hors sujet. Alors que la différence avec le Lean, c'est que le Kanban va justement permettre de définir les tâches de travail, de planifier les tâches de travail. Ça permet de donner un visuel, on en verra une photo après, si ça vous intéresse de regarder, on a le tableau là derrière, mais je l'affiche après en photo. Ça donne un visuel à l'équipe, ça donne un visuel au pilotage. Ça limite les travaux, donc ça définit clairement ce qu'il faut faire. Utiliser un Kanban, en général, on essaie d'être dans le détail, vous allez détailler vos tickets. Ne pas marquer le projet autant charge de 50 jours. Quand on fait du Kanban, du ticket, on essaie de descendre le plus bas. En agile, on va parler dans les de use case. Mesurer, optimiser le flux de travail, c'est ce qui va nous permettre effectivement de savoir où est-ce qu'on en est et d'optimiser notre flux. Et ça vise l'amélioration continue, ça c'est toujours notre point fort. Donc, Lean et agile, c'est deux méthodos, c'est des philosophies de travail auxquelles il faut adhérer. Quand vous faites de l'agile, on est un peu quasiment obligé d'adhérer à toute la méthode des sprints, du Scrum, du PO, etc. Donc toutes les méthodos qu'on va trouver dans l'agile, effectivement il faut s'y plier, hein, on y travaille dans l'agile, on fait de l'agile, on travaille en mode agile, le Lean c'est pareil. Le Lean avec tous les outils que je vais vous proposer après, on adhère le Lean parce qu'on va essayer d'adhérer à la façon de travailler. Donc rapidement, tout à l'heure je vous disais, le temps, la première vraiment notion du Lean, elle apparaît au XIIe siècle par une première méthode d'assemblage en flux continu. C'est bien ça, hein, le Lean, c'est vraiment d'aller chercher les meilleurs processus de travail, pour justement éviter les pertes de temps. Le premier vrai Lean est arrivé avec Henry Ford. Ok, on connaît un peu, on a tous entendu parler du Fordisme.
Donc Henry Ford, c'est le premier qui va mettre une chaîne de production en flux continu. C'est vraiment aujourd'hui tout ce qu'on voit avec la méthode d'assemblage un par un, où les hommes, maintenant les robots, vont assembler à la chaîne. Le vrai, celui qu'on entend le plus souvent, c'est vrai, c'est Toyota. Toyota était vraiment le premier, le plus fort à mettre en place vraiment cette chaîne de travail. Et après est apparu le terme du lean, ici, hop, vous le trouvez là, en 88, c'est en 88 qu'est apparu le mot lean. Dans le lean, en fait, on va avoir 5 P. Le premier, c'est le produit. Le produit, c'est ce qu'attend le client. Quand on développe quelque chose, quand vous développez un programme, une application, n'importe quoi, l'objectif, c'est bien de produire ce qu'attend le client. Pourquoi? Parce que si vous faites moins, le client n'est pas content. Si vous faites plus, le client va vous dire ben, j'ai pas payé pour ça. Vous faites construire votre maison. Si vous construisez votre maison, vous avez un budget de 300 000 €. Si à la fin, l'architecte vous a rajouté une baignoire, une douche, tous ces trucs-là, vous n'avez pas demandé, qui vous annoncent ben, il y en a pour 4 000, je ne pense pas que vous allez payer. Okay, donc on produit l'attente que le client demande. La voix du client, c'est ce que je disais, c'est ce qu'il y a de pour moi, en tout cas pour moi avec le Lean, c'est l'un des points phares. C'est vraiment l'un des sujets les plus importants pour moi, c'est la voix du client. Plus on a un client qui est content et satisfait, plus on a un client qui va vouloir travailler avec nous et continuer dans la durée. Et en même temps, plus on a un client qui pourra même demain parler de nous. Conception plus juste, comme on disait au-dessus, on fait ce qui est demandé et on fait dans la qualité. Et la qualité des livrables, ça c'est indiscutable. Hein. Quand vous livrez quelque chose, c'est dans la qualité. Je redis tout à l'heure l'exemple de la maison, vous faites construire votre maison, vous attendez quand vous avez les clés, que tout soit nickel. Le process, l'idée c'est bien de cartographier les flux et de mettre en place un processus de travail. Le meilleur process vous donnera la meilleure performance. Tout ça, on les détaillera après quand on fera les outils du Lean. La performance et la gestion des déchets, on en vient après quand on parlera des gestions des gaspillages. La gestion des irritants, il y a des outils qui existent, on en parlera plus tard. Il y a des ateliers qu'on peut faire pour justement gérer les irritants et mettre en place les plans d'action. Produire le besoin, on en revient au produit, on produit vraiment ce qui est demandé. Le personnel, la gestion des collaborateurs, on en parlera encore une fois après, c'est un des gaspillages, c'est un des points importants aujourd'hui. Pendant des années, on mettait les gens, pour en parler, on mettait un peu les gens comme des pions. Aujourd'hui, on essaie vraiment de savoir à quoi s'attend le collaborateur, de savoir comment on peut se projeter et travailler avec le collaborateur. Avoir une équipe autonome, c'est sûr, plus on va devoir accompagner l'équipe, plus on va devoir être avec eux, plus dans le temps ça va durer. Et les responsabiliser aujourd'hui, 2018, on n'est plus, comme je le disais encore dernièrement, on n'est plus des machines à coder. Aujourd'hui, on est tous des ingénieurs, informaticiens, vous êtes tous des, comme je dis, des têtes bien faites, des têtes bien pleines. Aujourd'hui, voilà, chacun est vraiment responsable, chacun sait ce qu'il a à faire et chacun doit justement être capable de s'autogérer et d'être autonome. Le pilotage, c'est important. Une équipe a effectivement besoin d'un pilote, besoin d'un leader. Et ce leader, il est là justement aussi pour ça, pour représenter son équipe. Il est là pour prendre les coups durs, il est là aussi pour accompagner et soutenir son équipe. Il est là pour assurer le suivi des process. Parce que c'est bien beau, effectivement, si on se dit que le 1, 2, 3, 4 sont mis en place, mais s'il n'y a personne qui est là pour s'assurer dans la durée, dans le temps, et que ça marche bien, et ben, au final, on avance et on sait pas où on va. La communication, super important. Il faut communiquer. Surtout jamais ne pas rester derrière, bloquer son écran, ne pas communiquer avec le client. La transparence, c'est vraiment des points forts. La comitologie, on en parlera aussi un peu plus tard. La comitologie, c'est important, c'est à bien définir. Ne pas faire trop, c'est comme la réunionite. La réunionite aiguë, c'est un déchet catastrophique. C'est une perte de temps pour tous. La comitologie, c'est pareil, c'est clairement à bien définir. Rapidement, un des rares slides avec un peu de blabla. Notre fondateur du système de Toyota, c'est bien lui qui a défini le gaspillage. C'est vraiment le premier à avoir défini le gaspillage. J'ai une question, c'est quoi la comitologie? Des réunions. C'est la gouvernance. Okay. La comitologie, je le referai après, je le fais plus tard, mais pour les faire vite, c'est ta gouvernance, c'est ta réunion. C'est ton daily meeting, c'est ton point hebdo, c'est ton coproche, c'est ton co-suivi, c'est ton comité de pilotage, ton comité stratégique, c'est tout ça ce qu'on appelle la comitologie. Ok, merci. 3 familles de gaspillage, les MUDA, c'est ce qu'on va parler là après, des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. On fait avec, mais ça n'a pas de valeur ajoutée, ça n'apporte rien, et globalement, ça nous fait perdre du temps. Et dans notre métier, perte de temps égale perte d'argent.
L'hémorrhie, donc c'est tâches excessives, trop difficiles, impossibles et le stress, qui génère du stress. Et l'hémorrhose, c'est irrégularité et fluctuation. Donc on ne va pas relire tout le slide, mais les gaspillages, effectivement, ce sont des activités sans valeur ajoutée qui consomment des ressources, qui n'apportent pas de valeur. Ça n'apporte pas de valeur à ce qu'on produit, ça n'apporte pas de valeur aux collaborateurs. C'est important aujourd'hui, et on en parlera après, c'est important effectivement aujourd'hui de savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, moi j'ai, depuis quelques années effectivement, il y a eu pas mal d'années, je ne sais pas si vieux que ça, hein. Mais il y a pas mal d'années, effectivement, on recevait notre fiche, on développait, on livrait, on recevait notre fiche, on développait, on livrait. Et en général, c'est un des points qu'on a discuté aussi une fois dernièrement, c'est que je ne sais pas ce que je développe, je ne sais pas pourquoi je développe, je ne sais pas quelle est l'affinité que je développe. C'est super, hein, je développe un programme pour une application, mais derrière l'application, elle fait quoi, elle sert à quoi et elle produit quoi? Ben, pendant longtemps, effectivement, c'était un peu mis à côté. Alors qu'aujourd'hui, c'est quand même effectivement hyper important de savoir pourquoi vous le faites en fait. Les gaspillages, alors 8, comme on disait, au début il y en avait 7. Donc Toyota, je ne vais pas redire son nom, et Toyota avait défini 7 gaspillages. Le 8e est apparu il y a quelques années, et qui pour moi est effectivement l'un des plus importants à mes yeux, c'est le potentiel humain. Le premier, c'est la surprod, c'est faire plus de ce qui est demandé. Le deuxième, c'est l'attente, c'est tous ces temps d'attente qu'on va avoir entre différentes tâches, ce temps d'attente parce qu'à un moment on est bloqué, donc on attend, et on le vit en plus nous actuellement sur un sujet. C'est les personnes qui sont bloquées qui attendent, les personnes qui sont bloquées, qui sont pas dispo et quand on a besoin d'eux. Les stocks inutiles, alors c'est un stock qui est vraiment important, et on le vit aussi actuellement, c'est d'avoir une backlog aujourd'hui. Quand vous avez une backlog TMA avec 400 tickets, c'est limite impossible. Comment on gère, comment on priorise, lequel ticket on prend, quand vous en avez 400, c'est limite très compliqué. Les transports, effectivement pareil, on se rend compte qu'on se déplace souvent pour rien. Il faut limiter les déplacements. Plus vous vous déplacez pour rien, et plus effectivement à chaque fois c'est du temps perdu. On les redétaille un peu plus après, juste après. Hein. Les traitements inutiles, c'est faire quelque chose qui n'apporte rien au client. Alors s'il n'a pas demandé, c'est pire. Donc c'est quelque chose qui n'apporte rien au client, qui n'est pas demandé. Et à partir de là, il faut vite éviter ce genre d'activité. Voilà. La non-qualité, oui, clairement, c'est l'un des gaspillages, et c'est normalement l'un des pires gaspillages aux yeux du client. Hein. C'est la non-qualité. Si vous livrez la non-qualité au client, c'est le premier à vous sauter dessus. Les mouvements inutiles, donc ça c'est tout ce qui n'apporte rien, tout déplacement qui n'apporte rien au client. Et on en parlait, la compétence humaine. Et sur ces 8 gaspillages, le premier c'est la surprod. C'est produire plus qu'est demandé. On en parlait aussi tout à l'heure, c'est n'allez pas faire plus que ce client a demandé. Si le client vous demande une page web avec tel et tel besoin, n'allez pas lui mettre des petites fleurs et des nuages si vous ne l'avez pas demandé. Parce que 1, il va vous dire, j'ai pas demandé ça. De 2, la seconde chose qu'il va tout de suite vous dire, c'est, moi je paye pas pour ça. Et vous, derrière, vous l'avez passé le temps, vous l'avez consommé le temps. Produire avant la commande, moi en tout cas, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà vécu. On pense qu'on va gagner un projet, on pense qu'on va faire cette évolution. Et avant d'avoir le go, on commence à développer, on commence à réfléchir sur les specs et on commence à engager du temps dessus. Et puis pas de bol, une semaine, 2 semaines après, le client vous dit tout compte fait, non, on ne le fait pas ou on le fera dans 6 mois. Et au final, c'est encore une fois du temps perdu. Réaliser une tâche qui ne répond à aucune demande ni exigence client, on vient de le dire, on fait, alors dans l'intelligence que rebondissait Yves, vous développez dans le besoin. Développer ce qui est clairement défini. Mais n'allez pas ajouter de vous-même des idées, des fonctionnalités. Ça doit se faire. On se doit d'être force de proposition. On se doit d'accompagner les clients. Et je pense que c'est aujourd'hui notre rôle et notre métier d'accompagner et d'orienter les clients et d'avoir un œil critique. Mais en aucun cas de prendre l'initiative de faire avant même de l'avoir échangé avec lui. J'ai une autre question. Produire avant la commande, des fois moi je le fais, je fais ce pari, c'est justement pour économiser plus tard. Je suis complètement d'accord avec toi, hein, Yves. Alors attention, effectivement, on peut se dire que tout ce qui est là, c'est principalement de la théorie.
On va tous être d'accord que dans les bases, on ne commence pas à faire quelque chose et encore, on est encore en plein dedans, on ne commence pas à mettre en place quelque chose si on n'a pas un contrat signé. Vous ne démarrez pas une évolution si vous n'avez pas le go du client, mais effectivement, par moment, on n'a pas trop spécialement le choix de commencer, sinon on ne fait rien. Enfin, ça peut arriver des fois qu'on est en attente, et au lieu d'être en attente, je vais commencer à réfléchir dessus. S'il le fait, c'est bon, j'ai gagné du temps. S'il ne le fait pas, de toute façon, dans tous les cas, j'avais rien à faire. Bon, après, ça dépend des contextes, de la position du client, de la mission, etc. etc. Et maintenant, demain, tu anticipes quelque chose, donc tu passes du temps, et le client te dit, non, tu comptes, on ne le fait pas. Derrière, comment, enfin, moi, je vais raisonner un peu directement en tant que directeur de service, où je m'assure de ce qui va être facturation, etc. Comment, derrière, je dis au client, elle a commencé à travailler dessus, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ça va dépendre du contexte. Et je pense que là-dessus, il n'y a aucune règle stricte. La théorie peut effectivement dire ne commencez pas tant que vous n'avez pas un go, tant que vous n'avez pas un contrat signé. Effectivement, la théorie elle est là. Maintenant, le contexte va peut-être te dire oui, j'ai confiance en mon client, je sais que ça va venir, je peux commencer à travailler dessus. L'attente, donc ça, c'est les personnes qui attendent entre deux tâches, entre deux étapes. C'est l'opérateur inactif pendant que la machine fonctionne. C'est les étapes qui sont mal synchronisées. C'est ici que va être important le Kanban. Là, vous mettez en place un Kanban, l'attente ne doit même pas exister. Si vous avez mis votre Kanban ou votre management visuel, que je présenterai après, mais si vous avez du visuel, vous savez les tâches, vous avez une backlog, vous avez des tickets qui sont affectés, vous ne pouvez pas avoir des temps d'attente. Vous ne pouvez pas avoir des gens, des personnes, des collaborateurs qui n'ont rien à faire. Ou alors dans l'exceptionnel, c'est toujours pareil, c'est la théorie, mais dans l'exceptionnel, on ne peut pas avoir des personnes qui ne font rien. Si vous utilisez, le Kanban est vraiment l'outil qui est mis en place pour ça. Les stocks inutiles, donc tout ce qui est pas indispensable à la réalisation, c'est causé par la surproduction, on génère plus de travail, on génère trop de travail, une mauvaise planification, les temps d'attente qui sont pas maîtrisés, enfin on cumule. Ça va être les dossiers, tout ce qu'on prend rapidement en dessous, les dossiers en attente, des fonctionnalités non finalisées. Voilà. Et tout ça, à un moment donné, effectivement, ça va générer un peu d'incohérence parce qu'on va plus savoir quoi faire, plus sur quoi aller. Et à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Les transports, c'est consommateur de ressources et de temps. Aujourd'hui, je pense qu'on a des outils pour travailler. On a du Skype, vous avez du Skype Meeting, vous avez plein d'outils qui existent maintenant sur Internet pour vous connecter, faire de la visio. Je ne parle pas du téléphone qui est effectivement l'outil basique, mais aujourd'hui, on a tellement d'outils que limite, on est capable maintenant, et on le fait largement et facilement, on est capable de travailler, de faire du Lille-Paris, du Lille-Maroc. Moi, j'ai fait du Lille avec l'Inde, et ça marche parfaitement. La contrainte, vous allez me dire, ça va être quoi? Ça va être le décalage horaire en fonction de certains pays. Mais ça fonctionne. On est capable aujourd'hui de faire de la vidéoconférence, de la visioconférence, avec des outils de qualité. L'un des points aussi, mais j'aime bien cet exemple, c'est l'email à une grande liste de distribution. Évitez les mails à 50 personnes, parce que si vous en avez la moitié qui répondent, alors là ça part en live et c'est une horreur. Ça part en live et si vous posez une question à 50 personnes, vous allez avoir au moins 50 réponses différentes, et pour définir quelle va être la bonne réponse. Les traitements inutiles, alors tout ce qu'on réalise pour rien, les processus trop complexes, et mon Dieu que c'est horrible d'avoir des process, d'avoir des sujets, on a 50 000 étapes à faire, et je dois faire valider ça, et je fais valider ça, et je fais valider ça, et je fais valider ça, à un moment donné, et tu souris souvent pour ça, mais voilà, on travaille effectivement actuellement là, on essaie de mettre en place un processus, et c'est juste horrible. Je pense que la chaîne de process, elle fait tout le tableau là, mais beaucoup trop d'étapes. Si vous bossez sur un process avec beaucoup trop d'étapes, c'est infernal. Et là, vous perdez un temps phénoménal, parce qu'à un moment donné, on vous dit, non, c'est pas bon, il faut revenir au début. Ouais, là, il y a un suicide collectif. Manque d'instructions et de spécifications claires. Effectivement, l'un des risques et des dangers, c'est de partir sur de la réelle, de partir sur un développement, sur quelque chose qui n'est pas clair. On se doit aujourd'hui, c'est pour ça qu'on de plus en plus on va proposer des ateliers de travail, on va essayer de communiquer avec nos clients ou avec nos interlocuteurs, on va partager avec eux pour qu'on va définir clairement ce qu'il veut faire. On dit tout à l'heure de ne pas produire ce que le client n'attend pas, mais si derrière il ne dit pas clairement ce qu'il attend, à un moment donné il y a une contradiction, on ne sait plus quoi faire. Les réunions inutiles, là, effectivement.
c'est bien souvent une perte de temps pas possible, on ne sait pas ce qu'on y fait, on ne sait pas à quoi on sert des fois, ça arrive à être dans les réunions, c'est peut-être sûrement déjà arrivé une fois, d'être dans une réunion, de ne pas savoir ce qu'on fait là, quoi. La non-qualité, c'est l'inacceptable. Aujourd'hui, c'est pour moi l'inacceptable. Alors attention, le zéro défaut aujourd'hui n'existe pas. Le zéro défaut n'existe pas, c'est impossible. On se doit par contre d'être le plus irréprochable possible, on se doit d'assurer la meilleure qualité possible. C'est le premier indicateur de confiance avec nos clients. Si vous livrez de la qualité, quelque chose qui est propre, qui est beau, qui tourne, etc., c'est un indicateur de confiance. Vous livrez de la non-qualité, quelque chose, quand vous appuyez sur Entrée, que ça met 10 minutes à répondre, tout ce genre de détails-là, alors là, le client il va vous dire, le prochain projet, c'est pas sûr que c'est vous qui l'avez. Donc attention à ça, les retours clients, la perte de temps, la perte de crédibilité, c'est clair. Maintenant, moi j'ai travaillé sur des process, par exemple, où l'équipe de validation s'octroyait de se dire, une fois qu'on a 80% des cas qui ont réussi, ok pour mettre. Voilà. C'est un exemple que moi j'ai vu. Sachant que dans les 20% qui restaient, c'était du mineur. Hein. Bien sûr, les défauts étaient classés quand même. Mais on se disait que 80% des cas, si c'était OK, bon, OK, on y va pour mettre. Les 20% qui restent, c'est du mineur, il ne doit pas y avoir d'impact, ça peut passer. C'est des exemples. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le zéro défaut n'existe pas. Aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça. Et en même temps, c'est ce qui fait un peu aussi notre métier, les projets et la TMA. Mais c'est sûr, c'est vraiment l'indicateur numéro 1 de nos clients, c'est la qualité. Les mouvements inutiles, tous les déplacements qui sont effectivement des déplacements physiques, qui ne sont pas utiles, qui n'apportent pas de valeur. Si vous allez faire une réunion chez votre client, si vous allez faire une réunion à Paris, il faut vraiment que le déplacement en vaille la peine. Aujourd'hui, un aller-retour Paris, c'est 2 heures de TGV, c'est pas grand-chose, mais c'est 2 heures pour lesquelles vous ne travaillez pas. Alors c'est sûr que maintenant, avec les TGV, les PC portables, on peut travailler tout ça, quoi. On n'est pas dans les mêmes conditions quand vous êtes ici sur votre poste, sur votre réseau, etc. C'est pas pareil, donc il y a quand même une perte de temps. Les mauvais rangements, désordres, c'est l'exemple, les répertoires informatiques mal organisés, ça c'est pareil, c'est une catastrophe. Quand vous cherchez un document, que vous n'avez pas où les ranger, que bien sûr la recherche Windows elle vous met 3 heures à répondre, quand vous travaillez sur une GED ou sur un... D'où l'importance de mettre en place... Si vous travaillez sur une GED qui n'est pas structurée, c'est une catastrophe. D'où l'intérêt de mettre en place des wikis ou des documents que vous allez pouvoir mettre un mot-clé. Donc c'est important de bien structurer vos répertoires. C'est important aussi de bien nommer vos docs. Vous êtes capable de faire une recherche par un mot-clé. Vous recherchez votre doc, le mot-clé, hop, vous le trouvez, c'est parti, quoi. Et là, ça c'est vraiment parfait. Mais ça, c'est un monde idéal. Les compétences humaines, oui, pas spécialement dedans, j'étais pas dans ceux qui ont écrit, qui ont mis ça en place. Mais pendant longtemps, effectivement, on affectait une personne, tiens, dans la chaîne de production, toi tu vas faire ça, sans même s'inquiéter à un moment donné de qu'est-ce qu'elle était capable, de ce qu'elle pensait, de ce qu'elle était capable de réfléchir, de produire. Alors aujourd'hui, c'est un des points vraiment importants, c'est de savoir à un moment donné, de quoi ont envie les personnes, de quoi sont capables les personnes. Bien souvent, on va mettre en place, on va positionner une personne qui n'est pas sur le bon poste. Et ça, c'est des points importants. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Sur quoi vous avez envie d'évoluer? Sur quoi vous vous projetez? Ça, ce sont pour moi aujourd'hui des points importants et des points forts pour vraiment savoir sur quoi on s'oriente. Mais quelqu'un qui veut faire du fonctionnel à développer, ça ne marchera pas. Quelqu'un qui veut être chef de projet et on le met en train de faire du test, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, il faut vraiment s'intéresser là-dessus. 3 points, j'avais trouvé cette vidéo, c'était Estelle qui nous avait envoyé cette vidéo. Vous avez sur... on l'a vu passer sur LinkedIn. Cherchez un peu sur Google, c'est Julia de Funès. Ne me demandez pas s'il y a un lien de famille avec un acteur célèbre. Mais elle passait une vidéo où elle montrait effectivement qu'aujourd'hui, on a vraiment trois signaux d'alerte en fait chez les personnes. Qui est le burn-out, vous le connaissez tous. Le burn-out, c'est la surcharge de travail. C'est vrai que c'est un des points importants aujourd'hui. Moi, je me rappelle, pendant des années, on n'en parlait pas, et d'un seul coup, quand je suis passé manager il y a quelques années, on me disait, quand tu fais ton entretien annuel, demande comment va la personne. Demande si sa vie perso et pro, ça va. Demande si sa vie perso n'est pas impactée par sa vie pro. Aujourd'hui, c'est des points importants. Ce sont vraiment des sujets chauds et des sujets très graves qu'on doit faire attention. Le burn-out, c'est un peu l'ennui au travail. Vous ne savez pas ce que vous avez rien à faire, vous vous ennuyez.
Et ça c'est pareil, c'est un point d'alerte parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui s'ennuie dans son travail, qui ne sait pas ce qu'il fait, qui ne sait pas quoi faire, c'est quelqu'un qui à un moment donné va bouger, partir, faire autre chose. Et le brown out, c'est justement à un moment donné, c'est qu'on ne sait pas pourquoi je travaille, on ne sait pas pourquoi je fais ça, quelle est la valeur du travail que je produis. Donc ça, voilà, regardez cette vidéo, elle dure pas longtemps, hein, elle dure 5 minutes, et je la mets là parce que je l'ai trouvée vraiment super intéressante. Parlons un peu maintenant des outils du Lean. Vous en avez peut-être déjà vous pratiqué, donc ça pourrait être intéressant aussi d'échanger. Dans le Lean, on a beaucoup d'outils. L'idée, c'est un peu de vous présenter, parcourir un peu les principaux. Alors le premier, et si je mets en premier, c'est justement pour faire un focus sur la voix du client. C'est justement parce qu'on veut écouter la satisfaction du client, c'est l'atelier Cano. L'atelier Cano, c'est Monsieur Cano, hein, pour préciser. C'est Monsieur Cano qui a inventé cet atelier de travail. C'est un atelier qui va permettre d'écouter la satisfaction du client. Et c'est un vraiment superbe atelier, parce que ça permet, dans le cas où il y en a, vraiment de casser cette frontière client-fournisseur. Ça ouvre vraiment ce mode partenaire où on travaille ensemble parce qu'on discute et on parle ensemble. C'est un atelier qui se pratique avec le client. Donc ça, c'est le client qui vient, qui va mettre en place ses critères de satisfaction. Pendant qu'il pose ces critères, ceux qui sont présents, spectateurs, sont spectateurs. Ils n'ont absolument rien à dire. Et vous ne devez rien dire. Parce qu'à un moment donné, il va pouvoir dire quelque chose qui est content, alors vous dites, là, sur celui-là, je vais me faire allumer, alors qu'au final, il dit, bah non, sur celui-là, ça se passe bien. Et sur un des points où vous étiez certain que ça marchait bien, vous se dire, bah non, je suis pas content. Et qu'il ne faut pas réagir. Alors, après, ça débouche sur un échange. Rapidement, mais ça pourrait aussi faire l'office d'une présentation. Alors ça, une présentation, c'est une présentation assez rapide. Hein. Mais très rapidement, on a 3 niveaux de satisfaction. Le premier, qu'on va appeler basique, c'est limite le contractuel. C'est clairement ce pourquoi on a signé. On s'est mis d'accord sur quelque chose, c'est ce qui est contractuel, c'est ce qu'on se doit, nous, ici, Société Proxiate, de délivrer. Le proportionnel, c'est pas du contractuel, mais par contre c'est important. Ça a vraiment une valeur ajoutée pour le client. Le client l'attend. D'accord, c'est pas été précisé dans le contrat, mais il attend ce point-là. L'attractive, c'est le bonus. C'est ce qui est cadeau. C'est ce qu'on fait en plus, c'est ce qu'on produit en plus, c'est ce qu'on offre en plus, et c'est un peu du cadeau, ce qu'on appelle du cadeau. Dans l'exemple ici de l'hôtel, hein, je prends la propreté de la chambre, on est quand même d'accord que ça, c'est du basique. Hein, vous louez une chambre sur un hôtel, qu'elle soit propre, c'est un basique. Soit elle est sale, donc vous n'êtes pas content, soit elle est propre, à ce moment-là, vous serez satisfait, elle sera au bout à droite. La réservation de la chambre, j'ai mis 20 minutes sur le site internet pour la réserver, donc je ne suis pas très satisfait, j'aurais bien aimé que ce soit plus. Si j'ai mis 2 minutes, je me retrouve là-bas, là-dessous. Le minibar, si on n'a pas, je vais le mettre en négatif, mais c'est pas grave, parce que je vais pas y attacher l'importance. Par contre, s'il y en a un, je vais être content, et je vais encore plus être content, je vais conseiller même cet hôtel en disant, allez dans cet hôtel-là, il y a un minibar gratos. Et le bonus, c'est pas du gaspillage? Parce que justement, en plus, c'est pas... Ça dépend le temps que tu mets dessus. C'est toujours pareil, on en revient, ça dépend le temps que tu consacres à ça. Le minibar, une fois que tu l'as installé, il est mis en place, il est fait. Donc ça dépend le temps que tu mets, ça dépend la valeur que tu apportes à ça. Oui, mais ça dépend toujours du temps que tu peux y consacrer. Si à un moment donné, tu as la bande passante, si à un moment donné, tu as un peu de bande passante, tu as du temps, tu as envie de consacrer du temps, au lieu de te dire, un exemple, tiens, ce midi, je vais rester, je vais mettre en place un truc qui va faire plaisir au client et qui demain va lui donner envie de me travailler encore plus avec moi, c'est juste du plus. D'accord? Donc quand on dit que c'est du bonus, c'est aussi du plus, c'est du plus de nous aux collaborateurs. D'accord? Ce qu'on fait en plus, ce qu'on va produire en plus, c'est juste pour essayer de lui apporter de la satisfaction, pour dire voilà, ce client, je suis capable de vous produire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça, c'est voilà, une photo de l'atelier qu'on a effectué avec l'ICSE, donc qui est la caisse d'épargne. Donc là, on retrouve bien ici tous nos critères par post-it. Donc c'est un atelier assez simple. Hein. Vous mettez vos critères sur des post-it. La communication, la qualité, les livrables, les délais de réponse, la qualité des specs, la qualité des devs, enfin, vous définissez les critères, et puis les personnes du client, de la société, vont prendre les critères, vont dire je suis plus ou moins content, ça pour moi. Alors, première question, c'est un basique, c'est un attractif, c'est un attractif ou un proportionnel. D'abord, ils se mettent d'accord sur laquelle courbe il faut le positionner, et après je mets je suis satisfait, je suis pas satisfait. C'est quelque chose qui est très intéressant parce que, comme je disais, ça casse un peu cette frontière, parce qu'on se dit qu'on doit être capable de dire les choses
et surtout on doit être capable d'entendre les choses. Parce que si on entend les choses, c'est justement pour se dire on va progresser et on va mettre en place le plan d'action pour améliorer. Donc voilà, au final ça ressemble à un truc comme ça. Donc on a positionné tous les post-it, le client a mis un peu tous ces points-là. On va se mettre d'accord après, le client va sélectionner un nombre défini, donc nous en général on en dit 5. Le client va choisir 5 post-it sur lesquels il veut vraiment qu'on mette un axe d'amélioration. Donc lui, il prend son marqueur, son magnète, ce que vous voulez en fonction de votre atelier, et il va dire je veux à tout prix améliorer celui-là. Mais ça peut être je veux améliorer celui-là parce qu'aujourd'hui je ne suis pas spécialement content, mais par contre je veux que celui-là sur lequel je suis content, je veux qu'il reste dans le positif. En aucun cas il ne peut baisser. Donc le plan d'action à mettre là-dessus, vous allez demander c'est quoi? C'est d'assurer la continuité, c'est s'assurer que dans 6 mois il est encore content là-dessus. Parce que c'est sûr que le top c'est de réussir à monter ceux qui sont pour l'instant faibles et de les passer en haut, mais ce qui est dangereux, c'est qu'on ne fait plus attention à ceux là-bas et que eux, ils baissent dans la courbe. Les couleurs des post-it sont différentes? Les couleurs des post-it, c'est parce que nous, sur l'équipe, c'était défini maintenance, projet et gouvernance. On avait fini 3 codes couleurs par rapport au domaine. Le CIPOC pour Supplier, Input, Process, Output, Customer. Alors le CIPOC, c'est vraiment ce qui va vous permettre de travailler sur la gestion des flux sur le process. Le CIPOC, c'est un atelier qui se fait en interne, avec l'équipe. Donc là, c'est vraiment l'équipe de réalisation, donc l'équipe au complet, hein, les développeurs, les analystes, les chefs de projet, enfin toute votre équipe complète. On se met dans une salle, vous mettez votre banderole papier craft, et puis c'est parti, là toujours pareil. Alors les codes couleurs, on va mettre les codes couleurs pour les lettres du CIPOC. Vous commencez par définir l'étape du process. Je veux dire par exemple, étape 1, c'est création du ticket. Si je fais création de ticket ou création de l'évolution. Création 1, donc 1, c'est la création de ticket. En 2, l'input, c'est qu'est-ce que j'ai qui est la personne qui m'a demandé, qui me le demande. Qu'est-ce que j'ai en entrant. Qu'est-ce que je sors et qui le réalise. Et derrière tout ça, c'est là qu'on va voir tous les post-it roses, c'est vous en sortez tous les irritants. À chaque étape du process, vous sortez les irritants. En gros, à chaque fois, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous irrite, pour rester poli, qu'est-ce qu'à chaque fois, il vous fait perdre du temps, consommer de l'énergie ou autre chose. Donc là, pareil, ça c'est un atelier qu'on a fait dernièrement nous ici avec l'équipe. Le premier, on en a fait un qui a duré 2 heures, le deuxième qui avait un process un peu plus compliqué, on a mis 4 heures. Hein. Bon après, il faut bien effectivement bien cloisonner, définir le temps. Donc, vous définissez bien clairement toutes les étapes. Donc on prend ici un exemple, création du ticket, c'est l'utilisateur qui crée le ticket dans l'outil Snow. Ensuite, j'ai une première analyse du ticket, j'affecte le ticket à l'équipe de développement, etc. D'accord ? Et derrière, vous en sortez à chaque fois tous les irritants. Ici, par exemple, le ticket est incomplet, donc je ne peux pas aller plus loin, j'ai du mal à faire mon analyse. Mauvaise affectation du ticket, parce que les tickets sont déjà affectés et ce n'est pas les bonnes personnes. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui vous font consommer du temps et de l'énergie. C'est un atelier, pour avoir fait le CIPOC dernièrement, c'est un atelier qui est vraiment intéressant et constructif, parce que ça permet de ressortir effectivement tous ces irritants, et ça en fait une masse hein, quand même. Donc ça permet de ressortir tous ces irritants qui à un moment donné effectivement dérangent au quotidien l'équipe. C'est quelque chose qu'après on présente aux clients. C'est une psychanalyse de groupe. C'est ça. Mais c'est quelque chose qu'on présente avec le client. Nous on a fait ça, après les irritants, vous générez des familles, en général on génère 2 ou 3 familles vraiment fortes, et derrière vous mettez le plan d'action. Et ce plan d'action il est partagé avec le client, parce que comme je disais précédemment, c'est un sujet qu'il faut partager avec le client pour vous dire à un moment donné, attention monsieur le client, vous n'êtes peut-être pas satisfait sur un ou deux sujets, néanmoins sachez que l'équipe relève ce genre de problème aussi et d'insatisfaction à son tour, il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est pour ça que c'est intéressant ces 2 ateliers, le Cano et le CIPOC, parce que ça casse cette frontière vraiment client-fournisseur et ça met vraiment bien en place cette étroite collaboration. Et ça permet vraiment de pouvoir discuter un peu, clairement, à bâton rompu et de se dire, voilà, vous, ça vous dérange, nous, on va faire ça et ça pour l'améliorer. Sachez que nous, ça nous dérange, on vous propose de mettre ça en place pour l'améliorer. Voilà aussi une idée de processus qu'on peut mettre en place. C'est ce qu'on appelle un DOD pour Definition of Done.
Donc c'est clairement de mettre en place, les étapes du process. En fait, c'est votre chaîne de production. Hein. Donc on a choisi de mettre ça en place et de proposer à notre client parce qu'à un moment donné, on avait un peu des incohérences dans le qui doit faire quoi, qui intervient quand, ou qu'est-ce que je dois faire, je dois fournir quand je valide. Et en fait, l'idée de faire ça, alors celui-là c'est vraiment le plus basique qu'on a. C'est vraiment, voilà quoi, j'ai un ticket, c'est validation du ticket, il passe à tel état, et à chaque fois on a bien l'état et l'action à faire pour le faire passer d'un état A à un état B. Mais ça, ce genre de process, quand c'est clairement et bien défini et partagé avec le client, il n'y a plus de quiproquo. À aucun moment donné, vous pouvez vous dire, c'était à toi de répondre, c'était à toi de faire ça, ou à toi de fournir ça. Là, clairement, vous avez ça. On a ici mis un code couleur, on voit le bleu et le rose pour ces process qui doivent agir, ou c'est ici notre client Illicado qui doit réagir. Et à partir de là, voilà. Et le process, il est clairement mis en place, il est proposé, ça marche. La comitologie, on en parlait tout à l'heure. La comitologie vraiment forte qu'on met en place et que le Lean propose, c'est le daily meeting, ce qu'on appelle le weekly meeting et le monthly meeting. Le daily meeting, c'est vraiment l'activité quotidienne qui est, pour moi, super importante, super intéressante. On a mis ça en place il y a quelques mois, via le tableau derrière, mais on a j'ai une photo juste après. C'est efficace, c'est productif. Le weekly meeting, ça permet une fois par semaine, alors c'est en interne, hein. Ça pour l'instant, ça je parle de comitologie en interne, donc ici nous pure Proxano. Toutes les semaines, ça permet à un moment donné, on est plutôt ici, moi, en tant que directeur du centre de service, avec les chefs de projet, de faire un point hebdo sur le suivi des opérations, de faire un point général sur l'équipe, quels sont les problèmes, les points, les alertes, quels sont les côtés positifs, quelles sont les informations à passer, le suivi des actions. Voilà, ça permet à un moment donné, une fois par semaine, de faire un point. Alors que le daily meeting, c'est toute l'équipe, le weekly meeting, c'est plutôt un point, on va dire, entre responsables. Et le monthly meeting, c'est ce qu'on fait nous ici chez Proxat depuis 2 mois, et la semaine prochaine, on fera notre 3e revue mensuelle. C'est à un moment donné de faire une redescente d'informations, c'est de faire un point d'infos à tout le monde. Bon, on le fait pour l'instant ici, nous, à toutes les personnes ici du plateau, là, les 3-4 équipes, les 60 personnes ici, c'est de faire à un moment donné un point de descente, un point d'info sur qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les infos, les projets gagnés, les projets perdus, hein, parce que nous, on fait pas mal d'avant-vente. Quelles sont les décisions qu'on a prises. C'est pour à un moment donné faire un moment de partage. Ça dure pas longtemps, ça dure une demi-heure. C'est vraiment un moment de partage, une redescente d'infos. Et puis derrière, on essaie d'aborder ça aussi de façon conviviale avec une auberge espagnole. Le daily meeting, c'est ce qu'on va aussi, vous allez retrouver aussi ça sur le nom du Kaizen. Ça, c'est un des vrais sujets, un point du Lean. Le daily meeting, ça dure 15 minutes max. C'est toujours à la même heure, donc c'est clairement, à un moment donné, c'est positionné à une heure fixe. L'exemple chez nous, c'est mis à 9h30 tous les jours. Ne le faites pas trop tôt, parce que si vous faites ça à 8h, c'est un peu compliqué d'avoir tout le monde. Ne le faites pas trop tard, parce qu'à 11h, ça a déjà beaucoup moins de valeur. Si vous le faites à 15h, ça n'a plus de valeur. Donc il faut le faire le matin. Toujours à la même place, donc nous on le fait là, derrière, juste tous en face, enfin... On a le tableau, on est tous en arc de cercle, là, on est devant le tableau, et on passe chacune personne à la suite. Toute l'équipe, attention, hein, ne faites pas ça à 50, hein, c'est impossible. Déjà, vous allez me dire en 15 minutes comment on fait. C'est quelque chose qui est fait pour 15 personnes. 20, pour l'avoir fait, c'est un grand maxi. C'est quelque chose qui est parfait entre 10 et 15 personnes. Enfin, entre 10, vous pouvez faire moins, hein, mais autour de 10-15 personnes, c'est un max. Hein. 3 questions. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quels sont mes obstacles? Hier, j'ai avancé sur mon programme. J'ai pas de problème. Aujourd'hui, je continue, je vais tester mon programme. J'ai pas spécialement de soucis et je pense que ça va terminer dans 3 jours comme prévu. Hier, j'ai développé mon programme. J'étais bloqué, je savais pas comment faire. J'ai un problème sur le développement de ma boucle, truc X, ce que vous voulez. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? C'est ça qui va vous permettre à un moment donné de se dire, ah bah tiens, si tu veux, aujourd'hui j'ai un peu de dispo, je peux venir t'aider. Alors c'est évident, n'attendez pas le lendemain matin de point de 9h pour attendre pour faire lever l'alerte. Hein. Si vous êtes bloqué depuis 10h, vous n'attendez pas. Mais ça permet vraiment d'échanger, de dire, bah tiens, justement, moi j'arrive pas à tester ça. Ah bah tiens, moi je l'ai déjà fait, moi je l'ai déjà fait il y a 2 semaines, je peux venir te montrer. C'est un moment d'échange rapide qui doit être très court, hein, mais c'est vraiment un moment de partage. On essaie de régler les problèmes pendant le... Bon,
c'est plutôt une réunion de travail qu'un daily meeting. Ça fait plutôt une réunion de travail quotidienne. Parce que effectivement, tu peux pas régler le problème parce que de dire bah, hier j'ai développé le programme 1, 2, 3 et j'ai commencé à rédiger ma boucle dans la table, la gestion client, tout ça, grossièrement on s'en fout. Enfin, est-ce que ça va? Est-ce que tu as un problème? Voilà, enfin, je redis, attention, on n'est pas des machines à développer tout ça, quoi. Mais ça va durer 15 minutes. Après, s'il y a un point élaboré, à un moment donné, bah, j'ai un problème là-dessus, ok, on en parle après. Donc si tu veux, toi et moi, on fait un point, enfin n'importe qui, un expert, on a dans l'équipe, on a des référents techniques, référents fonctionnels. Ok, je note ton problème, si tu veux, après on se met 10 minutes, un quart d'heure sur ton poste et je viens t'aider. D'accord? Pourquoi? Parce que quand tu es 4, ça peut intéresser tout le monde. Quand tu es 15, le problème de l'un va peut-être pas intéresser celui qui est à l'autre bout. Et à un moment donné, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y a un désintérêt qui se met en place, c'est plus efficace. Nous, pour éviter ce genre de débordement, on fait à 11h45, au moins 15 minutes, que le midi, tout le monde veut partir. Et... Ouais, alors ça j'ai connu aussi le fait de dire on le fait à 11h45 parce qu'à midi tout le monde va vouloir partir manger, au sport, faire ce qu'il veut. Voilà, le souci, entre guillemets, quand tu te fais à 11h45, ça veut dire que tu as déjà ta matinée où tu as bossé, et à 11h45 on va te dire ben fais ça, et là on va te dire ah mais je vais perdre ma matinée. Ouais, voilà. Bon, après, ça dépend comment c'est structuré, comment ça avance. Hein. Mais effectivement, voilà. D'où le pourquoi, tu vois, plus tu fais tôt, plus tu fais ton focus sur la veille, et plus tu peux te dire, aujourd'hui, je fais ça. Tu vois. Et après, si tu dis, aujourd'hui, c'est toujours à 11h45, ça veut dire qu'en gros, tu vois les 24 heures d'avant, depuis 14h la veille. Et là, à ce moment-là, ça fonctionne, c'est la même chose. Hein. Voilà. Bon, ça, c'est notre exemple de tableau, qui est juste là, derrière. Donc là, vous avez toute l'équipe qui est là, et tous les jours, vous avez un speaker. Alors ça descend, hein, les manettes à chaque fois ça tourne, tous les jours le speaker change. Et tous les jours vous avez un animateur. C'est lui qui va animer, qui va dire ok c'est à toi, ok merci c'est à toi. Et vous avez un timekeeper. Et ce timekeeper il va justement être là pour ça, pour dire à un moment donné, bon ok vous en parlez, on peut le dire, hein, je vous propose d'en parler après parce que là ça commence un peu à durer. C'est à son rôle à lui, on ne va pas non plus tous les dire, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et c'est son rôle à lui de dire, on est à 5 minutes, on est à 10 minutes, il reste 5. Et on est à 15 minutes. Okay, à aujourd'hui, quand c'est efficace, et aujourd'hui ça l'est, hein, bravo, moi je dis bravo à l'équipe, quand c'est efficace, ça dure moins de 15 minutes. Hein. S'il y a un problème qui est soulevé, les personnes vont se mettre, dire, bah tiens, je vais venir t'aider sur ton poste, je viens regarder avec toi, mais quand c'est efficace, ça tourne. On fait un point d'attention aussi, vous voyez les manettes là, l'humeur. Bon, à 3 humeurs, hein, je suis content, je suis pas super content, il n'y a pas de rouge qui traîne, non, il n'y a pas de rouge, le rouge c'est je suis pas content. Je suis pas content parce que PSG il a battu Lille hier, hein, d'accord, c'est vraiment par rapport au travail. Donc aujourd'hui bah, tout va bien, l'humeur ça marche bien, j'ai du boulot, ça me plaît bien, le client il est sympa, tout ce qui va bien. Je suis pas spécialement content parce que ben, j'ai un problème, je suis bloqué, j'ai pas réussi à livrer, j'ai pas réussi à tester, ou je dépasse ma charge et ça me frustre, et ben, je suis content parce que tout va bien. C'est un point aussi, bon, alors nous ici on le fait, vous ne voyez pas mais je vous invite après à regarder hein, si ça vous intéresse, on fait un focus aussi sur le budget, le consommer et le reste à faire. Parce que c'est une vraie visibilité pour nos chefs de projet. C'est une vraie idée pour dire ok je te donne un ticket qui fait 5 jours, ça m'intéresse à un moment donné de me dire ben, ça fait 4 jours que tu es dessus, est-ce que tu as fini ce soir ou est-ce que tu as encore besoin de temps? Pour 1, alerter le client, 2, ben, prévoir la suite, etc. etc. Est-ce qu'aujourd'hui le reste à faire, le consommer 0, le reste à faire 1, demain consommer 1, reste à faire 5, après-demain consommer 2, reste à faire 12? Ça arrive. Ça arrive. Maintenant, dans ce genre de cas, on va faire un focus et une approche avec la personne, le développeur ou le profil, pour se dire à un moment donné, il peut y avoir des loupés hein, d'estimation. Je pense que ça nous est tous arrivé de dire bah tiens moi j'estime que ça va prendre 3 jours et qu'au final au bout de 2 jours je dis oh punaise j'ai pas fait attention à ça et j'en ai encore pour 10 jours. C'est déjà arrivé. Par contre effectivement quand vous avez une personne qui vous dit bah, j'ai un reste à faire de 3, le lendemain j'ai un reste à faire de 10 et le lendemain j'ai un reste à faire de 5, c'est peut-être à la fois parce qu'il y a vraiment des coquilles quelque part ou à la fois parce que cette personne a du mal avec le reste à faire. Le reste à faire c'est comme un exercice qui est extrêmement compliqué. C'est un exercice. Pour moi, il faut des années pour maîtriser le reste à faire. Celui qui me dit qu'au bout de 2 mois, il sait faire un reste à faire, je ne le croirais pas. Un reste à faire, pour maîtriser, être capable de donner correctement un reste à faire, mais correctement, hein, je ne dis pas à la minute près, mais correctement un reste à faire, ouais, il faut du temps hein, quand même pour savoir faire ça.
Donc voilà, donc ce qui est important, on en parlait tout à l'heure, c'est que chaque collaborateur sait, dans la meilleure des cas, chaque collaborateur sait, par exemple on est lundi, tout ce qu'il a à faire jusqu'à la fin de la semaine. On est au courant, ce qui est intéressant de la façon dont on le fait, on est au courant quand les gens sont en déplacement, on est au courant quand les gens sont en formation, on est au courant quand les gens sont en congé, bon bah ici là c'était un jour férié, je ne sais plus lequel, mais le 1er novembre. On a une backlog, tout à l'heure je vous parlais là, à un moment donné d'éviter les temps d'attente, on a une backlog, ça veut dire qu'à un moment donné, ben, ici là dans tous les collaborateurs, quand ils ont terminé, ben, lui ici par exemple, l'exemple ici, Emeline qui a une case vide, et ben, mardi matin, ben, j'ai rien à faire, ben, je vais aller choper un ticket dans la backlog. Et c'est pas, enfin, de façon de faire, c'est pas aux responsables chefs de projet de dire bah tu fais ça. Soyez autonome, allez de vous-même, enfin on leur dit allez de vous-même prendre un ticket dans la backlog. Ça doit pas être ça. Hein. Un management visuel, ça ne doit pas ressembler à ça. C'est pas structuré, c'est un peu le foutoir, on ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas où est-ce qu'on en est. Voilà. Cloisonnez bien clairement votre management visuel. Rapidement ici, une démarche qualité, un diagramme cause-effet, ce qu'on appelle la rate de poisson. Non, c'est un arbre. Prenez un peu de recul, effectivement, ça ressemble un peu à la rate de poisson. C'est le jeu des pourquoi sur les 6 M. Donc si à un moment donné vous avez un problème, il y a un problème sur quelque chose, un truc qui ne va pas, vous allez poser ce diagramme-là et vous allez vous poser le pourquoi sur chacun des sujets. Au niveau de la matière, du matériel, du milieu, des méthodes, de la main-d'œuvre et du management. Et à un moment donné, vous allez faire un focus pour vous dire ben, c'est au niveau de la méthode qu'il y a un problème parce que la méthode ne fonctionne pas. Et c'est ça, c'est la méthode qui génère effectivement cette cause à effet. Et notre méthode de management, ça, le Six Sigma, ça on l'entend aussi souvent. Si vous allez chercher le livre, vous allez souvent parler du Six Sigma. C'est une méthode de management en 5 étapes qui va permettre de, donc c'est ce qu'on appelle le DMAIC, comme vous voulez, de définir, mesurer, analyser, innover et contrôler votre projet. En conclusion, le Lean, c'est bien une philosophie, hein, c'est une méthodologie de gestion, d'accord? C'est ce qui va vraiment vous permettre de travailler sur les processus, comment je peux mettre en place au mieux possible les processus et mettre en place les ateliers avec l'équipe ou avec le client. Satisfaction du client, ça n'en demeure pour moi l'indicateur numéro 1. Mon client il est satisfait, il va avoir envie de travailler avec moi, il va avoir envie de me confier des sujets. Élimination des gaspillages, ben, plus vous éliminez les gaspillages, plus vous donnez de la valeur à ce que vous faites, plus vous donnez de la valeur à vos équipes, et plus ben, vous donnez envie à vos équipes de travailler avec vous et de travailler sur le sujet. Ce qu'on a besoin pour le Lean, ben, c'est un Lean Manager. Actuellement, c'est moi. Mais on ne demande que ça, de pouvoir développer ces axes-là avec chez Pancaz. Hein. C'est celui qui va s'assurer de la gestion du Lean au quotidien, qui va proposer, qui va pousser les ateliers, qui va améliorer le fonctionnement de l'équipe via les management visuels, qui va s'assurer de la session de l'équipe parce qu'on s'y intéresse et qu'on y travaille avec, qu'on va valoriser les talents, et ça c'est important. Et tout ça, ben, ça donne un sentiment de contribution, d'impact et d'amélioration continue. Ok? Moi, j'ai découvert le Lean il y a 6 ans, à peu près, hein, bon, dans une vie précédente. Vous allez voir sur LinkedIn ce que j'étais il y a 6 ans. Et effectivement, la personne, quand elle est arrivée, elle a voulu mettre en place le tableau de management visuel. Et moi, je me suis dit, punaise, mais c'est quoi encore ce bazar? Ça va être chiant, ça va être pénible. Aujourd'hui, moi, j'adhère et je le vends. Je trouve ça super, je trouve ça formidable, je trouve ça très pratique, très productif. Et encore plus les ateliers avec le client. Là, moi, je suis un grand fan des ateliers avec le client. On va les faire, on a prévu hein, sur S1 2019 avec quasiment tous nos clients du centre de services mutualisés de faire ces ateliers, les canaux, les CIPOC, etc. Aujourd'hui, effectivement, enfin, pour les extérieurs à Proxiad, nous, ici à Lille, on a un centre de services mutualisé. On a 2 grosses équipes qui travaillent pour la Caisse d'épargne. On a une équipe qui travaille pour 8 clients, si je ne dis pas de bêtises, hein, on va dire 8. On travaille pour 8 clients, des clients 20 jours par mois, un autre on a fait un projet de 50 jours, un autre on a 30 jours par mois, voilà. Donc on produit pour eux et vous imaginez que ce genre de pratique d'atelier est hyper important. Parce que quand vous dites, nous on a des développeurs, des collaborateurs qui travaillent 2 jours sur un client, ben, vous voyez, si je reviens rapidement, voilà. Les codes couleurs, c'est les clients. Hein. Vous avez ici, on en a un qui travaille sur la journée à chaque fois sur deux clients différents. Donc c'est hyper important de savoir l'autonomie, alors là, elle est cruciale, et d'être capable d'être proactif, etc. Ça c'est vraiment important.
Donc nous, là, on travaille avec 8 clients, on est en train de développer un 9e qui arrive, là, ce matin on était en réunion, ça va démarrer au 2 janvier 2019, donc ça se met en place et ça avance. Des questions? Tu insistes sur l'autonomie, tout ça, donc je pense que, peut-être je me trompe, mais ton process, ça veut dire qu'en termes de collaborateurs, tu as des collaborateurs confirmés, donc comment dans ce process-là tu intègres des nouveaux collaborateurs? Tu les accompagnes. Tu les accompagnes. Ça veut dire perdre de temps? Non, pas toujours. C'est pas toujours. On n'est pas tout le temps dans une perte de temps. Quand l'accompagnement, il est inévitable. Aujourd'hui, on a les jeunes qui sortent d'école ne sont pas tous confirmés. Les jeunes qui sortent d'école, c'est pas déjà un expert Java, .NET, ce que tu veux. Donc on a cette obligation de les suivre, les accompagner. Et justement, au mieux on les accompagne, au mieux, plus vite ils sont autonomes et efficaces, et au mieux ils sont heureux et épanouis. Les jeunes, il ne faut surtout pas le voir comme une perte de temps, c'est un temps nécessaire. Alors maintenant, tu vas me poser des questions, comment je le facture, comment je le gère? C'est inévitable, on n'a pas le choix. Après, le jeune qui sort d'école, il a quand même une formation, il a quand même des bases. Aujourd'hui, on ne prend pas, sans être absolument grossier, on ne va pas mettre quelqu'un qui a fait boulangerie à développer un programme Java. Celui qui vient, qui demain on met sur un projet Java, il sort d'école Java, il a fait du Java à l'école, donc il a des bases. Maintenant, on va l'accompagner pour rentrer dans un process d'entreprise, on va l'accompagner pour s'intégrer dans l'équipe. Je pense pas que nous, là, je regarde Céline, là, les jeunes qu'on a accompagnés, ça n'a pas été très consommateur de temps. Hein. Les jeunes, on les accompagne. C'est le temps nécessaire parce que les jeunes, de toute façon, on va pas se mentir, c'est l'avenir d'une entreprise. Et au plus on peut avoir des jeunes, c'est ça va à l'encontre avec ce que tu disais. Non, ça, je suis pas. Le concept d'autonomie. Mais attention, hein, ce qu'on se dit là. La méthode, ça marche avec les gens confirmés. Pas obligatoirement, parce que si tu veux, attention, je le redis. Ce qu'on met là, c'est la théorie. Attention, il y a toujours une différence entre théorie et pratique. Là, je vous présente, c'est de la théorie. Ça, c'est un monde de rêve. Quoi. On est d'accord, c'est un monde de rêve. Maintenant, on est tous d'accord que pour dire, tu n'appliques pas ça à 100%. Si tu l'appliques à 100%, je suis d'accord avec toi, à ce moment-là, les gens ne les prennent plus. Et c'est impossible. Maintenant, à nous, dans ces sujets, et c'est ça, nous principalement, qui va nous aider, d'avoir cet outil-là, ça va nous aider d'accompagner les jeunes, de les former. Le temps de formation nécessaire, on le prend. Le temps d'accompagnement nécessaire, on le prend. Et ça ne va pas à l'encontre de gaspillage, parce que ce n'est pas un gaspillage de former un jeune. On ne va pas dire c'est du gaspillage. Sûrement pas. C'est une perte de temps qu'on ne facture pas aux clients. Mais finalement, pour l'entreprise, si tu regardes bien pour l'entreprise, est-ce que c'est un gaspillage de former des jeunes? Non. Aujourd'hui, former un jeune, c'est pas un gaspillage. Effectivement, on ne le facture pas, c'est du temps, on va dire chez nous, du temps non facturé. Ce fameux TNF qu'on parle, mais c'est du temps qui est obligatoire. Je redis, ce qu'on parle là, c'est de la théorie. C'est de la théorie, effectivement, quand tout tourne et tout marche bien. Après, intégrer des jeunes, c'est nécessaire. J'ai une question sur le CIPOC. Ouais. On montre tous les irritants, et en fait, et après? Alors, après, il y a le plan d'action qui est fait. Et me pose pas la question de projet, j'ai pas le temps de le faire. De manière générale, en fait, non, mais même dans la présentation, on a fait le CIPOC maintenance, on a mis en place un plan d'action. D'ailleurs, on a mis en place le daily meeting, on a mis en place le Trello, on a nommé un responsable référent parce qu'effectivement, on avait un problème d'affectation de tickets. Alors après, ça demande un suivi. C'est comme pour tout. Quand vous mettez en place un plan d'action, c'est bien beau de mettre un plan d'action, mais si 6 mois après, tu ne t'es pas une fois penché dessus, effectivement, tu vas te dire, on est où? Le plan d'action, ça nécessite qu'au moins une fois par semaine, c'est ce qu'on fait sur les projets, hein, avec notre plan d'action. Ça demande qu'une fois par semaine, on se penche sur le plan d'action, qu'on y travaille, qu'on fasse un point de situation, quelles actions ont avancé, quelles actions n'ont pas avancé et pourquoi, enfin, etc. Quoi. Ça en revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le weekly meeting, par exemple, c'est ce point hebdo de suivi d'action. Le CIPOC, le client, on participe pas, on est d'accord? C'est entre nous, enfin là, dans le contexte de l'agence. C'est complètement ouvert. Ouais, j'ai fait un CIPOC. Le CIPOC, généralement, c'est que l'équipe, mais tu peux faire un CIPOC avec le client. Moi, j'ai fait un CIPOC. J'ai fait un CIPOC avec le client. On avait la société et le client. Et en fait, les deux, on parle des process, et en fait, les deux mettaient leur irritant. Et c'est là que de la phrase, de dire les choses, et d'entendre les choses est hyper importante, parce que là, tu vas carrément dire tes irritants.
qui l'impactent directement. Et là, mais inversement, il faut aussi qu'ils soient capables de dire, ouais, quand on vous fait un ticket, vous mettez 3 heures avant de le prendre. C'est plus Mais efficace ça peut, avec ça le peut client. se faire. Ouais, si, ouais. Enfin, Parce moi, que sinon, je c'est l'ai fait. entre nous pour nous, mais après, il faut balancer. Ouais. Faut Non, balancer mais par mail, on dit là, ça de de toute façon, nous. l'introduction, et c'est ce qu'on avait fait quand on avait fait le canot, l'introduction, c'est, on est là pour se dire les choses. On est clairement là pour se dire les choses, parce qu'on a envie de construire ensemble, parce qu'on a envie de progresser ensemble. Sinon, on serait pas là. Bon, bah, même chose. Bravo.